Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis Christelle Guillotin, je suis récemment diplômée de l'école de Paris, donc au CNAM, et j'ai le plaisir de vous présenter mon travail de mémoire qui a été dédié à la création d'un questionnaire de sensibilité au bruit pour enfants, initié avec l'hôpital Robert Debré et le soutien des audioprothésistes Hervé Bischoff, David Tran, spécialisé en pédiatrie et hyperacousie. Alors, pourquoi s'intéresser à la création d'un questionnaire de sensibilité au bruit pour les enfants ? Il faut regarder en fait dans le parcours de prise en charge du patient hyperacousique, qu'il soit adulte ou enfant. Aujourd'hui, on a pas mal d'informations sur la prévalence de cette pathologie. On a aussi pas mal de cerner les impacts sur les patients de cette pathologie en termes d'isolement, d'évitement. On a aussi des traitements qui fonctionnent en thérapie sonore. Par contre, en termes d'outils de diagnostic, pour les adultes, on mesure des niveaux d'inconfort. On a des questionnaires validés. Pour les enfants, c'est beaucoup moins simple de mesurer des inconforts et on n'a pas de questionnaire. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir poser un outil simple à utiliser qui permette une aide au diagnostic et qui puisse casser l'errance médicale des enfants dans ce domaine. Les objectifs détaillés de cette étude. Donc le questionnaire a deux objectifs. C'est pouvoir détecter des enfants hypersensibles dans une population globale générale et pouvoir aussi mesurer une évolution de la sensibilité au bruit, par exemple, avant et après un traitement. Donc pour ça, il faut que ce questionnaire, il valide 3 propriétés. Donc la propriété de fiabilité, celle de validité et la sensibilité au changement. Donc on a commencé par normaliser le questionnaire sur une population d'enfants normaux attendants sans gêne pour obtenir des scores de référence. La validité se fait par des calculs statistiques pour valider la structure, la validité interne, et la validité externe par une corrélation avec des échelles visuelles analogiques de gêne ou des mesures de niveau de confort. Sensibilité au changement, on va comparer les scores de chaque question entre une population d'enfants non gênés et d'enfants hyperacousiques. Comment se présente ce questionnaire ? Il se présente en 2 parties et la grosse originalité, c'est qu'il y a une partie qui va s'adresser directement aux enfants. Il y a 15 questions qui leur sont directement dédiées. Les parents ont leur partie aussi pour 13 questions. Dans la formulation des questions qu'on adresse aux enfants, on va simplement s'attacher à ce qu'ils expriment directement leur gêne pour toutes les situations sonores qu'ils rencontrent dans leur quotidien, à l'école, la maison, les rues, les transports. Et surtout pas d'interprétation émotionnelle avec de la crainte, de la peur. Et on va leur faire coter sur une échelle de Likert de 0 à 4 avec des petits smileys qui sont proches de ce qu'on utilise en échelle de la douleur en milieu hospitalier. Le protocole d'étude, donc, il est constitué donc d'une population. D'un côté, on va avoir un groupe de 63 enfants qui sont normaux entendants, sans sensibilité au bruit particulière. De l'autre côté, on a un petit groupe d'enfants hyperacousiques diagnostiqués et suivis par ORL. Et on va collecter les données, donc le questionnaire de sensibilité au bruit, des échelles visuelles analogiques de gêne, et faire de l'audiométrie, des seuils d'audition et des seuils de confort. On utilise les échelles de Sony qui sont pratiquées en réglage d'implant pour les enfants. En termes de résultats, donc premier résultat sur la fiabilité, on a pu tracer les distributions des scores de ce questionnaire et définir en ce qu'on appelle un score de cut-off, c'est-à-dire un score au-delà duquel on peut estimer réellement qu'il y a une sensibilité vraiment élevée de l'enfant au bruit. Donc on a les scores totaux du questionnaire, mais aussi les scores de la partie enfant et de la partie parent. On s'est aperçu dans l'analyse des résultats que les enfants de 3 ans avaient tendance à scorer assez haut, parce qu'ils réagissent un petit peu en tout ou rien, de façon un peu émotionnelle à leur environnement sonore. Et si on retire cette toute petite proportion d'enfants de 3 ans, on a les scores de cut-off qui descendent pas mal dans le score enfant et donc dans le score total, alors que le score parental, lui, reste stable, donc parce que les parents prennent du recul. Deuxième résultat, la validité interne et externe du questionnaire. Donc en validité interne, on fait des calculs statistiques et on calcule ce qu'on appelle un coefficient alpha de Cronbach qui doit être académiquement entre 0,7 et 0,9 pour garantir une bonne homogénéité interne du questionnaire. Et quand on fait cette étude, on a détecté 4 questions qui n'avaient pas tendance à être homogènes avec l'ensemble, parce que si on les retire, le coefficient augmente. Donc ça veut dire que ces questions-là ne mesurent pas exactement la même chose que l'ensemble du construit qu'on veut tester ici. Donc on les met de côté. Et on a aussi testé la corrélation du score de chaque question avec le score total du questionnaire. Donc on a une bonne corrélation au-delà de 0,3 en tout cas minimum pour 22 questions. Et on va avoir 6 questions, dont les 4 précédentes, qui posent un petit souci de corrélation et qu'on va aussi mettre de côté.
La validité externe, on l'a testée en tentant une corrélation entre le score du questionnaire et une échelle visuelle analogique de gêne. Donc, quand on pose ces deux questions aux parents, quand on score haut la sensibilité, on va scorer haut aussi la gêne de l'enfant. Et c'est d'ailleurs ça qui va nous amener à consulter. Pour les enfants, la logique est différente. Un enfant peut exprimer une forte sensibilité en scorant haut dans le questionnaire. Par contre, il va pas forcément scorer aussi haut en cohérence la gêne qu'il ressent vraiment en termes d'atteinte dans sa vie quotidienne et dans son ressenti. Les deux notions sont décorrélées. Donc pour l'enfant, ça va être deux informations à ne pas amalgamer. Troisième résultat, la sensibilité, c'est un premier test, puisqu'on n'a qu'un petit groupe d'enfants, de 8 enfants hyperacousiques, mais en même temps, si ce questionnaire il sait discriminer 8 enfants hyperacousiques dans une population normale, il remplit son objectif. Donc on a calculé les médianes des scores de chaque question, et là ce qui est représenté sur ce graphe, vous avez les barres bleues qui sont les médianes des scores des enfants non gênés, normaux entendants, les barres jaunes c'est les médianes des scores des enfants hyperacousiques, logiquement ils sont plus élevés, et on va rechercher une différence statistique significative, mais aussi une différence clinique significative au minimum de 2. Donc, ce qu'on regroupe sur cette diapo, on a à gauche toutes les questions enfants et à droite toutes les questions parents. On regroupe aussi les critères donc de significativité statistique. Quand on ne l'a pas, il y a un petit pouce rouge en bas. Et le petit triangle jaune, c'est quand on a un écart cliniquement faible, c'est-à-dire qu'on est en dessous des 2 points d'écart, où on se dit qu'il y a un écart qui est vraiment observé. En bas, j'ai rappelé les statuts d'homogénéité des questions, ce qui fait que quand on combine ces 3 critères-là, on identifie qu'il y a 4 questions qui cumulent un petit peu les soucis et qui sont donc à retirer du questionnaire parce que elles n'apportent rien au scoring du questionnaire. Elles sont pas inintéressantes pour comprendre la vie de l'enfant, mais elles ne sont pas utiles dans le score et le calcul du questionnaire. Il y a aussi une question à reformuler qui porte sur le port de protection auditive et on s'est aperçu que les enfants non gênés ou hyperacousiques portaient de façon équivalente des bouchons. Par contre, c'est pas du tout pour les mêmes objectifs, donc il faut reformuler la question pour que elle puisse être discriminante vis-à-vis de ces deux populations. Donc en conclusion, on a réussi donc à tester, à mettre en place un questionnaire avec 24 questions qui fonctionnent très bien sur les 28 initialement, et on a eu donc rempli les objectifs de fiabilité, validité et de sensibilité, avec quelques limites. Donc faire attention à ne pas descendre trop bas dans l'âge des enfants parce que voilà, en dessous de 4 ans, c'est vrai qu'il y a des réactions qui sont plus émotionnelles et plus fortes, plus excessives. Bien uniformiser les échelles visuelles analogiques qu'on utilise pour formuler la gêne notamment, et pouvoir faire plus de mesures audiométriques sur les enfants. C'est pas toujours facile à organiser, et tester aussi plus de patients hyperacousiques pour avoir des statistiques plus robustes. Néanmoins, il y a 2 points forts à ressortir de ce travail, c'est que questionner les enfants de façon directe, c'est possible et c'est exploitable. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on tente tous les jours, mais ça vaut vraiment la peine. Et c'est aussi un travail qui est indissociable d'une pratique audioprothétique spécialisée. C'est-à-dire que autour de ça, il y a toute une pratique de l'anamnèse, de l'audiométrie de l'enfant, de l'appareillage pédiatrique et aussi de la spécialité hyperacousie avec les thérapies sonores. Et c'est vrai que si on ne fait pas tout ça en même temps, on n'arrive pas à quelque chose de cohérent sur ce genre d'études. Je vous remercie. Je suis à votre disposition pour les questions. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Elsa. Merci beaucoup pour votre présentation qui était très claire ainsi que votre mémoire. Le sujet est vraiment très original et c'était très intéressant. C'était plus par rapport à l'âge, en fait, moi, que ma question s'est posée, mais vous en avez parlé parce que vraiment, je pense que chez des enfants de 3 ans, c'est un peu compliqué. Oui. Et on le voit bien au réglage des implants quand on leur demande, ils sont incapables de statuer si c'est faible, moyen ou fort. Donc là, vous parliez plutôt de plus de 4 ans. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une limite d'âge à partir de laquelle on pourrait proposer ce questionnaire? Après, bien sûr, tout dépend du niveau de l'enfant. Mais est-ce qu'il y aurait une limite que... Alors, la présentation, elle est partie, mais... Ah si, elle est encore là. Non, j'ai plus accès sur l'ordinateur. Bon, il se passe d'autres choses sur l'ordinateur. En fait, j'avais mis l'histogramme de la population des enfants qui était testé. Donc c'est vrai que des enfants de 3 ans de mémoire, on en avait 3, mais ça suffisait à faire bouger énormément les statistiques parce qu'ils ont des réponses très tout ou rien et très excessives. Et c'est vrai qu'à partir de 4 ans, on a beaucoup moins cet effet tout ou rien. Et après, je pense que c'est pour ça qu'on s'est dit que tester à partir de 4 ans, c'était plus raisonnable. Après 4-5 ans, ça peut peut-être se discuter, mais c'est vrai que les premiers problèmes d'hyperacousie souvent se manifestent
peut-être les plus jeunes patients qu'on a pu voir, c'était autour de 5 ans, 4-5 ans. Donc, ça peut être pertinent de démarrer à 4 ans. Merci beaucoup. Pour rebondir, moi j'aurais peut-être une petite question justement sur la limite haute d'âge, parce que là ça allait jusqu'à 17 ans. Est-ce qu'à partir de quel âge on peut switcher justement sur finalement des stratégies de repérage adultes? En fait, c'est surtout sur le contexte, dans le contenu du questionnaire. En fait, on s'est attaché à des situations sonores qui sont le quotidien des enfants. Parce que dans les questionnaires adultes, on parle du travail, on parle de bricolage, on parle de plein de choses. Les enfants, ça leur passe au-dessus. Donc là, on leur parle de leur univers, l'école, la maison. Et donc, c'est vrai que jusqu'à 17 ans, on est quand même si on est au lycée, on est encore dans un environnement plutôt scolaire. Et avec un lycée, une cour de récréation, du bruit dans la classe, du bruit dans la cour. Et donc finalement, on reste dans des environnements qui sont quand même celui de l'enfant sur le plan sonore. Même si on a plus un pied dans la vie adulte, avec des environnements sonores d'activités plus adultes. Donc c'est vrai qu'après, il y a la législation qui fait qu'on fait de l'appareillage d'enfants jusqu'à 17 ans et après, on passe dans le monde adulte. Et est-ce qu'il vous aurait paru intéressant justement de subdiviser dans le prolongement de votre travail, et bravo, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, mais de subdiviser un petit peu par tranche d'âge à l'intérieur effectivement de l'enfance, parce qu'on sait bien qu'en fonction du niveau de développement, du niveau scolaire aussi, les environnements changent, également au point de vue du lexique, de la compréhension effectivement, des échelles également employées. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez, auquel vous avez réfléchi? Oui. Alors après, soit on fait quelque chose d'assez générique qui essaye de couvrir, on va dire une plage d'âge, une plage assez large, soit effectivement dans le vocable des questions qui est employé. C'est vrai que ça reste ciblé sur des enfants, on va dire autour de la primaire. Et les ados nous ont fait des réflexions sur le fait que, pour eux, la cour de récréation, c'était un peu infantile, mais finalement ils comprennent la question quand même. Donc par extension, la question elle a son efficacité. Et ça marche quand même. Après, pour pouvoir faire des tranches d'études, comme vous dites, d'âge, peut-être il faudra un peu plus de sujets pour pouvoir sortir quelque chose de pertinent. Mais ça peut tout à fait s'envisager. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir.